Dans les secteurs techniques, la R&D est une des fonctions les plus importantes. Sans elle, pas d'évolution, pas d'innovation, et à terme, la mort de la société. Mais bien souvent, la vision des ingénieurs de la R&D est trop étriquée. Elle se concentre uniquement sur les aspects techniques. Et dans le meilleur des cas, une méthodologie de conception à coût objectif va être mise en place. Mais les questions qu'on va se poser, est-ce suffisant? Quelles sont les contraintes que génère la R&D pour la direction des achats et la direction supply chain, et quelles en sont les mauvaises pratiques? Eh bien, c'est des questions que nous allons nous poser juste après le générique. Évidemment, si je fais cette vidéo aujourd'hui, c'est bien que je pense que, même dans le meilleur des cas, lorsqu'une conception à coût objectif est menée par la R&D, je trouve que c'est totalement insuffisant. Pour commencer, nous allons nous poser la question de quelles sont leurs mauvaises pratiques et leurs impacts sur la direction des achats et les acheteurs. Comme je l'ai dit en introduction, dans le meilleur des cas, la R&D va mettre en place des procédures de conception à coût objectif. Alors, clairement, lorsque l'on en est là, c'est déjà une preuve de maturité pour la R&D. Mais comme je l'ai dit en introduction, c'est insuffisant. Si on s'arrête là, la R&D prendra essentiellement en compte les contraintes économiques. Mais ce n'est pas uniquement les seules contraintes à prendre en compte. La première des choses qu'il faut bien avoir en tête, c'est atteindre un objectif en soi que l'on s'est fixé de manière arbitraire ne dit rien concernant le fait que c'est la bonne solution ou la mauvaise solution. Ou plutôt que c'est la meilleure solution. Très clairement, quand on fait de la conception à coût objectif, le seul objectif est d'atteindre l'objectif financier. Enfin, je dis le seul, j'exagère peut-être un peu, mais en tout cas, l'objectif premier est d'atteindre un objectif financier. Et lorsque l'on a atteint cet objectif, on estime que l'on a réussi. Mais déjà, la première chose qui vient à l'esprit, c'est comment a été fixé cet objectif? Est-ce qu'il est bon? Est-ce qu'il vient du marketing? Donc s'il vient du marketing et qu'on a fixé ça pour définir une marge générique et permettre à la société de gagner confortablement sa vie, oui, pourquoi pas? Si l'on a atteint cet objectif, oui. Mais qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut juste dire que c'est un minimum à atteindre. Il ne faut donc pas considérer que c'est un objectif en soi. Et il ne faut pas hésiter à aller plus loin. Et donc, la R&D, si elle en a la possibilité, elle doit être capable de se définir des objectifs qui vont plus loin que le premier objectif qui a été défini par une fonction externe, qui pourrait être le marketing, la finance, pour faire mieux. Et bien sûr, la direction des achats est là pour aider la R&D à fixer des objectifs. Car, je le rappelle, un objectif doit être quelque chose qui est réalisable. Si se fixer des choses qui sont totalement inatteignables et complètement farfelues comme objectif, ça n'a aucun sens. Et d'ailleurs, par définition, dans l'industrie, on n'appelle même pas cela un objectif. Pour ce faire, la première des choses, c'est de faire attention aux spécifications. Car le premier travers des R&D, donc des services de recherche et développement, est de surspécifier.
Ils sont vraiment adeptes des ceintures et des bretelles simultanément. Et oui, vous, qui êtes membre de service achat, vous savez bien que toute contrainte supplémentaire amenée dans les spécifications pour réaliser un achat industriel est égale à un coût supplémentaire. Et la somme de toutes ces contraintes ajoutées et re-rajoutées finit, dans le meilleur des cas, à faire un produit très cher. Mais dans le pire des cas, ce produit, on ne peut même plus le fabriquer. Le problème inverse est également grave. C'est la sous-spécification. Et la sous-spécification va induire un certain nombre de problèmes très graves. Les produits qui pourront être achetés pourront finalement ne pas correspondre au véritable besoin qui, lui, n'a pas été décrit correctement. Un autre point qui va impacter directement les coûts est l'ajout d'un nombre de contrôles surnuméraires. Et bien sûr, on le sait bien, chaque contrôle va nécessiter une opération. Une opération donc du temps d'un opérateur. Et ce temps d'un opérateur s'achète et se paye. Donc tout ça, ça a un coût et ça se rajoute à l'intégralité des coûts. Souvent, la définition ou le fait de se poser la question de quels sont mes codes critiques sur un plan mécanique par exemple, c'est quelque chose qui n'est pas ou mal fait. Soit ils n'en mettent pas du tout, ou soit ils en mettent beaucoup trop. Dans les deux cas, c'est très mauvais et ça a un impact direct sur les prestations d'achat qu'aura réalisé la direction des achats. Un autre impact qui est souvent ignoré par la R&D, c'est qu'à chaque fois qu'ils conçoivent un nouveau produit, ils rajoutent un certain nombre d'articles. En soi, c'est normal. En revanche, il faut bien comprendre que chaque article ajouté va supporter des coûts. Alors, bien sûr, des coûts de gestion, mais aura un impact sur la politique achat de massification des pièces. Puisque plus vous diversifiez les articles, surtout quand ils remplissent la même fonction et qu'ils sont interchangeables, plus vous allez diviser les quantités par rapport aux quantités que vous auriez pu faire sur un seul article dans un volume supérieur. Et bien sûr, ceci a un impact direct sur le prix de l'article acheté. Un autre défaut que l'on retrouve souvent dans les R&D est la non prise en compte de l'obsolescence des articles achetés. C'est terrible de finir une conception d'un produit et de s'apercevoir dès la pré-série que certains articles sont déjà obsolètes. Et cette obsolescence va engendrer à nouveau des coûts de requalification et bien sûr des délais supplémentaires. Et en attendant, vos concurrents vous seront passés devant. C'est catastrophique pour une société. Alors oui, il y a des méthodes qui permettent d'éviter les requalifications complètes. Déjà, si toutes les R&D pouvaient penser en une conception modulaire et une qualification modulaire de leurs produits, l'évolution et la gestion des obsolescences en seraient facilitées, que ce soit à court, moyen ou long terme. Je vous ai ici présenté quelques mauvaises pratiques qui impactent directement la direction des achats. Je suis sûr que j'en ai oublié. Prenez-le que comme quelques exemples. Mais malheureusement, il n'y a pas que la direction des achats qui est impactée. Regardons maintenant quels sont les impacts de quelques mauvaises pratiques sur la supply chain.
Pour commencer, je vais revenir sur l'aspect économique. J'ai dit au début que je prenais en considération c'est-à-dire la R&D, avait fait une conception à coût objectif et qu'ils avaient atteint leur objectif. Mais qu'un certain nombre de choses avaient pu ne pas être pris en compte et que ce n'était pas nécessairement suffisant. Bien souvent, pour atteindre leur objectif ou faciliter l'atteinte de leur objectif, la R&D va prendre en compte des prix globaux définis sur des quantités qui ne seront pas réellement les quantités lancées par la supply chain en fabrication et en achat. Et c'est bien le problème. La R&D va faire croire dans ce cas que l'on peut atteindre ce prix objectif, parce que sur base de devis, mais en fait, les quantités auront par exemple été celles d'une année complète, achetées en one shot. Alors que, dans la plupart des cas, il n'y aura jamais d'engagement sur un volume annuel de la part des clients, ça se fera au fil de l'eau, et les quantités réellement achetées seront beaucoup plus faibles. Et dans la réalité, ce coût objectif, qui était censé être atteint, ne sera pas atteint. Cela va donc générer des tensions entre la direction R&D et la direction supply chain. Car la direction R&D aura induit des pressions sur la supply chain pour passer des commandes en grosse quantité. Alors bien sûr de manière indirecte, mais après cette pression existera. Puisque lorsque c'est la R&D qui fait ou qui donne les données pour le paramétrage des achats des articles, ils auront défini des quantités d'achats sur un volume beaucoup plus important que la réalité. Comme je l'ai dit précédemment, la diversification des composants a un impact sur la négociation des prix des articles. Mais pas uniquement. Elle va également avoir un impact sur l'organisation globale de la supply chain de la société. En effet, multiplier des articles qui au final remplissent la même fonction va avoir un impact sur toute la société. Il faudra, par exemple, en réception, recevoir plus de références, en gestion, gérer plus de références, en lancement d'achat, il faudra les multiplier. En stockage, il faudra multiplier les emplacements. Ça aura également un impact sur le nombre de mouvements informatiques, le nombre de mouvements de facturation. Et on voit très clairement que cela va directement impacter à peu près toutes les fonctions de la société. La limitation du nombre de composants aura un autre avantage, celle de limiter tous les stocks liés à la variabilité de la consommation. Que ce soit sur chaîne les stocks tampons pour les variabilités de production ou que ce soit les stocks de sécurité. Cela permettra également d'augmenter fortement la rotation des articles et de limiter le risque en se permettant de pouvoir stocker un stock stratégique sur ce composant ou un stock de sécurité plus important. Un autre point ayant un impact très fort sur la supply chain et souvent négligé par les services de R&D concerne les délais d'approvisionnement des pièces. Et pourtant, ceux-ci ont un impact majeur. Les délais longs vont rallonger les cycles d'approvisionnement. Et parfois même, ceux-ci vont dépasser les cycles de la demande de nos propres clients. Et dans ce cas, une seule solution, obligé de créer des stocks dédiés. Ah non, il y a une autre solution, qui est de livrer systématiquement en retard. Bon, je vous laisse le choix de la solution. Ah, j'en oublie encore une.
vous pouvez augmenter vis-à-vis de vos propres clients les délais de livraison, en espérant que ceux-ci ne deviennent pas significativement supérieurs à ceux de vos concurrents. Sinon, je pense que vos parts de marché seront très largement impactées. En conclusion, je vais m'adresser à vous, ingénieurs de la recherche et développement. Travaillez en équipe avec vos acheteurs. Bien souvent, ils sont très compétents dans vos métiers puisque c'est souvent des spécialistes. De plus, ils sont les mieux placés pour vous faire part de l'ensemble des contraintes autres que les contraintes techniques qui vont correspondre, bien sûr, aux achats, mais pas seulement. Ils seront porte-parole de la supply chain et de la qualité, voire même parfois de la politique RSE Group. Et vous, acheteurs, n'hésitez pas à vous impliquer, à les aider, à leur apporter votre savoir, à leur faire prendre connaissance et conscience de toutes les contraintes autres que techniques et purement coût des pièces achetées. En fait, pour concevoir le meilleur produit, il n'y a qu'une chose à faire. Dans une société, il faut travailler en équipe. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. N'oubliez pas la cloche, de vous abonner et surtout le pouce bleu qui aide beaucoup cette chaîne. À bientôt sur une autre vidéo.